Bonjour à tous. Alors, normalement, vous êtes tous en train de nous rejoindre. Alors, bienvenue dans ce webinaire qui s'appelle CSE et IA, anticiper les transformations et agir. Donc, on le sait, l'IA transforme en profondeur de nombreuses organisations. Et donc, aujourd'hui, dans ce contexte, la question qu'on s'est posée, c'est quel rôle le CSE doit-il jouer pour accompagner ces évolutions en ce moment? Alors, je m'appelle Amélie Kavicki, je suis la responsable des activités industrielles et BTP, pour le cabinet Apex Isast et je suis, aujourd'hui accompagnée de Delphine Willaume, consultante spécialisée sur le diagnostic social et Laura Boujasson, qui est consultante spécialisée dans les organisations et la santé au travail. Alors, Delphine et Laura, sont toutes les 2 des référentes, pour notre cabinet, sur les enjeux et les sujets d'IA et donc c'est elles, qui vont vous présenter, ce webinaire, aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, Apex Isast, c'est un cabinet, qui a une vingtaine d'années, derrière lui. C'est un cabinet indépendant, on travaille exclusivement pour les représentants du personnel et les syndicats dans tout un tas, d'expertises, que ce soit, du domaine, financier, social, conditions de travail, mais on fait aussi de la formation et de l'audit. Donc si un jour vous avez besoin, nous sommes là pour vous conseiller et vous aider dans votre quotidien. Alors, je voudrais juste préciser une petite partie, technique avant de démarrer, ce webinaire. Vous avez en haut, du bandeau, une petite bulle avec un point d'interrogation qui s'appelle Q et R pour questions-réponses. Donc tout au long de ce webinaire, si vous avez, des sujets à poser, n'hésitez pas à passer par, ce petit logo. Ça nous permettra de recenser, vos questionnements, de pouvoir les aborder éventuellement en fin de webinaire et de vous recontacter si le sujet nécessite plus ample débat. Alors enfin, un petit point tout simplement d'annonce. Sachez que ce webinaire est enregistré et que on va bien entendu le rediffuser dans les semaines à venir. Voilà, c'est important que tout le monde le sache puisque les interactions seront donc enregistrées et rediffusées. Et puis, on aimerait bien en faire un petit peu, un webinaire interactif, donc on va vous poser 1 ou 2 questions pendant le déroulé. Donc il y aura un petit pop-up, une fenêtre qui va s'afficher, devant vous. L'idée est juste de pouvoir y répondre pour qu'on comprenne un petit peu, dans quelle mesure, en tant que CSE ou représentant du personnel ou syndicat, vous êtes confronté au sujet, qu'on va aborder, aujourd'hui. Voilà, je fais court, je laisse la parole à Delphine qui va pouvoir, démarrer, ce webinaire sur, quelques notions autour de l'IA. Merci Amélie, donc bonjour à tous et tous. Donc on va effectivement démarrer ce webinaire qui a pour but de vous faire comprendre en tant que représentant du personnel quel est le rôle et notamment le rôle du CSE, puisque c'est sur lui qu'on s'est consacré aujourd'hui, comment anticiper et agir sur tous les déploiements de l'IA auxquels vous êtes déjà confrontés pour la plupart et sur les déploiements à venir. Donc, pour ça, ce webinaire, on l'a axé autour de 3 grands thèmes. D'abord, on cernait les enjeux, avoir un peu ce socle commun pour savoir un peu d'où on part. Ensuite, comprendre les transformations sur le travail. Donc ça, ce sera la partie présentée par Laura. Et enfin, anticiper les conséquences sur l'emploi. Donc là, on verra avec une vision un peu gestion prévisionnelle des emplois. Donc déjà sur cette première partie, pour cerner les enjeux, on a voulu commencer ce webinaire par une citation de Cyril Combe. Alors Cyril Combe, c'est celui qui dirige le bureau français de l'Organisation internationale du travail, donc l'Organisation internationale du travail qui vise à protéger le droit des travailleurs à l'international. Et donc ce qu'il dit de l'IA, il dit le futur du travail ne résulte pas d'un quelconque déterminisme technologique, il résulte de choix collectifs qui doivent être aussi éclairés que possible. Une technologie n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle dépend de son usage. Et c'est vraiment pour nous, en fait, ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que c'est vraiment ce qui va nous guider, c'est un peu l'articulation de ce sur quoi on va vous accompagner, parce qu'on veut vraiment faire en sorte que tout le monde s'empare du sujet pour savoir où on va collectivement et faire en sorte que ça ait le moins d'impact possible négatif sur le travail et sur les emplois. Et donc, pour qu'il y ait ces choix collectifs dont parle Cyril Combe,
Il est nécessaire de partager la compréhension des nouveaux modèles de systèmes d'IA et de comprendre l'ensemble des risques, mais aussi des opportunités qui peuvent naître de ce déploiement de l'IA. Et ensuite, il faut cerner les intérêts en jeu au sein du monde du travail. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien en tant que représentant du personnel, savoir quels sont les intérêts de chacun pour essayer d'avoir une délibération la plus collective possible et de cette délibération collective, faire naître des règles d'encadrement. Alors, je vais vous parler un peu des règles d'encadrement qui existent de manière globale, mais ce qui va être intéressant pour vous, c'est d'essayer de faire des règles à l'intérieur de votre structure, de vos entreprises. Et bien sûr, ce qu'on préconise en permanence, c'est d'impliquer tous les acteurs dans cette délibération collective. Donc aussi bien les membres de la direction que, évidemment, les représentants du personnel par le CSE, par les organisations syndicales représentatives, et également les managers qu'on dit les managers de proximité, c'est-à-dire que ceux qui sont responsables d'équipe et qui peuvent avoir une connaissance terrain assez importante. Alors, quelques éléments de définition, même si on n'a pas voulu aller trop loin dans la définition, mais simplement pour avoir les grandes caractéristiques en tête avant de démarrer toute cette vision travail et emploi. On parle de caractéristiques propres à l'IA, donc c'est-à-dire qui se démarquent de ce qu'on a pu voir avant dans d'autres nouvelles technologies. Donc, on a deux caractéristiques propres qui émergent plus que les autres, c'est la capacité d'autonomie et d'adaptabilité. Alors, l'autonomie, c'est quoi pour l'IA? C'est la capacité d'exécuter des tâches dans des environnements qui sont complexes, mais sans guidage constant de la part de l'utilisateur. Et pour ce qui est de l'adaptabilité, ça veut dire qu'il y a une capacité pour les systèmes d'IA d'améliorer les performances grâce à l'apprentissage par l'expérience. Au fur et à mesure, elle va apprendre et être de plus en plus performante sur la tâche qu'on lui demande d'accomplir. Et ce caractère apprenant de l'IA, en fait, il est aussi, il n'est pas que du côté de l'IA. En fait, ce caractère apprenant, il est aussi dans un apprentissage mutuel humain-machine. Et ça, c'est important de l'avoir en tête aussi parce qu'il faut entraîner ces IA, il faut les corriger, il faut parfois faire un contrôle qualité. On y reviendra pour les impacts sur le travail. Mais c'est un élément assez fondamental aussi sur le rapport au travail. Ensuite, c'est ce que je vous disais, je vais vous donner quelques éléments sur ce qui existe aujourd'hui en matière de régulation de manière globale. Alors déjà, par quoi doit être guidé ce besoin de régulation? Il y a trois gros enjeux derrière le fait de créer des règles communes. Il y a déjà s'assurer de la transparence dans l'utilisation des systèmes, la transparence de l'algorithme, d'où viennent les données, comment elles sont traitées, comment elles émergent. Ensuite, garantir un examen humain des décisions appuyées ou prises par les machines pour garantir justement le fait de ne pas d'éviter certains biais, d'éviter certains schémas de discrimination, donc de faire en sorte que derrière, il y a toujours un humain qui se charge de compléter la décision prise par l'IA. Et ensuite, le troisième pilier auquel doit répondre des enjeux de régulation et d'encadrement, c'est comment assurer la protection des données personnelles. Donc, c'est la donnée des utilisateurs qui est utilisée pour nourrir l'IA et voire lui faire prendre des décisions. Alors, au niveau de la régulation, ce qui existe aujourd'hui de plus abouti, c'est ce qu'a mis en place le Parlement européen, donc l'IA Act. On parle aussi de règlement IA, vous le connaissez peut-être sous ce terme-là. Et cet IA Act, qui est entré en vigueur en août 2024, il répartit l'ensemble des systèmes d'IA qui existent par rapport à des niveaux de risque. Et ce niveau de risque va faire dépendre des mesures qui vont naître au sein de l'Union européenne. Donc, il y a ce qu'elle appelle le risque acceptable. Donc, inacceptable, pardon. Donc là, comme il est considéré comme inacceptable, ça veut dire que ces systèmes d'IA, par la prise de risque qu'ils engendrent, ils sont interdits dans l'Union européenne. Il y a ensuite ce qu'elle appelle le haut risque. Donc, c'est autorisé, mais soumis à des exigences comme l'évaluation de conformité. Le risque limité, pas d'obligation de transparence spécifique. Et enfin, un risque minimal. Donc là, il y a une utilisation dite libre dans l'UE. Alors, pour comprendre un peu ce que veulent dire ces risques, on a voulu vous donner le cas concret qui est un zoom sur quelles sont la classification de ces risques autour d'outils liés à la gestion des ressources humaines. Donc, par exemple, pour vous donner les cas d'usage qui sont liés au haut risque, on parle des cas d'usage qui sont susceptibles de perpétuer des schémas de discrimination historiques. Ça veut dire quoi? Par exemple, alors là, on vous donne des éléments sur la gestion des carrières. Le fait de l'aider à prendre des décisions pour une promotion, une attribution des tâches sur la base de comportements individuels ou de caractéristiques personnelles, ou encore de l'évaluation des performances, ça peut faire naître des schémas de discrimination.
Et c'est pareil pour le recrutement, tout ce qui est ciblage lors de la diffusion d'offres d'emploi, filtrage des candidatures, évaluation des candidats au cours d'entretien ou d'épreuves. Pour vous donner un exemple, on cherche un directeur je sais pas, un directeur financier, et parce que dans l'entreprise, bah justement, c'est pas pour rien que j'ai dit directeur, on a eu essentiellement des hommes issus d'une filière particulière ou de certaines écoles, et ben l'IA, si on n'essaye pas justement de faire en sorte d'entourer tous les éléments pour faire en sorte que ça fasse pas naître de discrimination, à risque de prendre les mêmes personnes. Et du coup, les mêmes personnes qui ont pu avoir des avantages à arriver à certains postes, elle va les identifier comme étant des bons profils parce que des profils qui existaient avant, et elle risque de reproduire des schémas de discrimination sur lesquels aujourd'hui on a plus de recul et plus de matière pour les étudier et surtout les éviter. Et le deuxième haut risque qui est relevé par l'IA, c'est l'atteinte à la vie privée. Parce que là aussi, quand on utilise des caractéristiques personnelles, on utilise des caractéristiques qui sont propres à l'individu. Et ça pose des questions d'atteinte à la vie privée parce que est-ce qu'on garde ces éléments? Comment est-ce qu'ils sont traités? Comment est-ce qu'ils sont utilisés par l'outil? Notamment dans le cadre de promotion ensuite, dans le cadre de tout ce qui est évaluation de la performance, où là, on peut avoir un gros risque d'atteinte à la vie privée, parce que qu'est-ce qui relève de la performance? Comment est-ce que c'est décrit? Est-ce qu'on va étudier jusque à la gestion émotionnelle des individus, qui pour l'instant est censé être interdit en termes d'évaluation cognitive des salariés, mais peut-être que l'IA, qui n'est pas tout à fait transparente, pourrait aller là sans que les salariés en aient conscience et sans que les représentants du personnel surtout en aient conscience. Alors enfin, le dernier point sur la régulation qui existe aujourd'hui. Alors au niveau français, on a peu de choses aujourd'hui. On a une commission sur l'intelligence artificielle qui a été créée en 2023 par le gouvernement pour l'éclairer. C'était sa ligne. Et il y a un plan IA qui a émergé, alors qui date déjà de mars 2024, qui a fait 5 recommandations qui sont censées s'appliquer pendant 5 ans avec un budget annuel dédié. Et dans les recommandations qui touchent à la gestion RH et au dialogue social, on a justement faire du dialogue social un outil de co-construction des usages et de régulation des risques. Bon, elle n'a pas associé de budget, mais ça ancre le fait qu'il y a une conscience d'une volonté de penser la norme de manière collective à l'intérieur des entreprises. Et ensuite, le besoin d'investissement dans la formation professionnelle continue des travailleurs, c'est le fameux maintien de l'employabilité, avec un investissement préconisé. Donc ça, ce sont juste des préconisations, elles ne sont pas contraignantes. Ce qu'on attend en termes d'évolution des normes, en tout cas en France, on a notamment la CNIL que vous connaissez déjà pour la protection des données sur le numérique. Elle va peut-être devenir en 2026, en tout cas c'est ce qui se dit aujourd'hui, la haute autorité en charge de la protection des données et du contrôle de l'IA. Donc elle pourra aider à cette transparence algorithmique dont on parlait, qui peut être très importante pour vous. Et ensuite, il y a la fameuse Organisation internationale du travail dont j'ai parlé à travers le directeur du bureau français. Elle va faire une norme internationale du travail qui est prévue en juin 2026, enfin plutôt une ou plusieurs normes qui vont porter spécifiquement sur l'IA et qui, si elles sont bien adoptées en juin 2026 comme c'est prévu, s'appliquent directement au droit français. Et donc là, on va avoir des normes internationales qui vont permettre de réguler les effets de l'IA et de protéger autant que possible le droit des travailleurs et leurs conditions de travail. Donc voilà pour les aspects qui ont touché à la régulation telle qu'elle existe. Je laisse la parole à ma collègue Laura sur la compréhension des transformations du travail. Donc effectivement, nous, on va parler là de la transformation des conditions de travail avec cette arrivée de l'IA. Donc on va aussi interroger le cadre qui est le nôtre. Que faire quand on a un CSE face à ces transformations? Donc le rôle du CSE, c'est d'intervenir notamment quand il y a des consultations, nouvelles technologies ou projets importants sur les sujets d'IA. Le point IA doit apparaître à l'ordre du jour du CSE au moment de ces consultations, évidemment. Le but pour le CSE, c'est à l'issue de ce mois de réflexion ou de ces 2 mois s'il y a expertise, de rendre un avis éclairé et d'être en capacité surtout de porter des préconisations. Et tout au long en fait de l'information consultation, dialoguer avec la direction pour faire évoluer ces systèmes d'IA et les adapter autant que faire se peut aux conditions de travail, à améliorer les conditions de travail. Donc oui, les élus peuvent voter une expertise lors du CSE de consultation quand ils ne se sentent pas en capacité de gérer de manière interne l'ensemble de cette discussion et qu'il y a besoin d'un éclairage extérieur. Quand est-ce qu'on vote une expertise? C'est au tout début de l'info-consultation, avant le déploiement de l'outil IA.
Il y a certains CSE qui arrivent à négocier en fait des tests de l'outil et que l'expert intervienne en fait pour investiguer les effets de l'IA après la mise en œuvre du test, ce qui permet malgré tout d'être plus concret dans les analyses en ayant déjà une vision de ce qui se passe avec l'outil. Aujourd'hui, on commence à avoir un premier recul sur les effets de l'IA sur le travail. Labor IA, qui est un rapport, il y a un rapport Labor IA qui a été produit, Labor IA Explorer, qui a été fait par le ministère du Travail et l'INRIA, qui est un institut national de recherche scientifique et de technologie du numérique. Et ils ont commencé à discuter un peu des premiers effets de l'IA. Leur grande conclusion, c'est le déploiement des systèmes d'IA n'est pas une fin, mais un début. C'est-à-dire qu'un système d'IA, ce n'est pas automatiquement le remplacement d'un humain. C'est avant tout un système, un nouvel apprentissage pour les salariés et une nouvelle interaction humain-machine en fait. Et les salariés, ce qu'ils doivent faire, eux, c'est entretenir, perfectionner et superviser les systèmes et pas seulement les utiliser. Ça, c'est une partie finalement qui est rendue parfois invisible et qu'il faut mettre en visibilité justement quand on mandate un expert ou quand on est un CSE qui analyse les effets d'un système d'IA. Ce que Laboria constate aussi, c'est qu'il y a toujours un conflit entre la logique gestionnaire, la logique portée par la gestion, par la direction, qui est par exemple améliorer la productivité, et la logique portée par le travail réel, c'est-à-dire portée par les salariés, qui est avant tout avoir de la reconnaissance dans son travail, avoir un travail qui fait sens, produire un travail de qualité. Et ces deux logiques, évidemment, elles ne marchent pas toujours dans la même direction. Donc, quand on met en place un outil d'IA, il faut faire se rencontrer ces logiques, essayer autant que faire se peut de trouver un compromis pour éviter les effets aliénants, les pertes de compétences, de vigilance, les sentiments d'impuissance et au contraire trouver des compromis qu'on appelle des compromis capacitants. Donc l'IA, elle transforme autant l'organisation que le contenu du travail. Elle transforme les rôles managériaux et elle change la répartition des tâches. C'est-à-dire que l'IA, ça produit une nouvelle division du travail en quelque sorte. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin et d'approfondir, une petite question qu'on va vous demander maintenant, c'est connaissez-vous les risques finalement liés à l'IA sur les conditions de travail des salariés de votre structure? Alors, on voit que majoritairement, là, la réponse est 66% de non. Alors, ça évolue un petit peu, là. On va laisser peut-être une petite minute pour avoir des données plus stables sur les répondants. Donc, on en est à 43 réponses et vous êtes 72 participants. Donc, on va voir si tout le monde participe. Quoi qu'il en soit, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une majorité de personnes qui se sentent insuffisamment en connaissance des risques liés à l'IA. Parce que oui, plutôt bien, nous avons qu'un petit pourcentage. Donc, soit c'est non, à 52% pour l'instant, soit c'est oui, mais insuffisamment. Quoi qu'il en soit, vous, élus du personnel, vous vous sentez insuffisamment finalement informé sur ces risques liés à l'IA. Donc, on voit qu'il y a un gros travail à faire sur ces sujets pour s'en emparer, pour se les approprier et puis pour faire avancer les choses et pour que vous ayez justement un rôle moteur dans l'accompagnement de l'IA au sein des entreprises. Donc le non est toujours à 53%. Donc si ça ne bouge plus, on va passer à la suite. Donc en tout cas, merci pour votre participation. Et puis on retiendra évidemment qu'il y a une marche en avant à faire importante sur ce sujet. Qu'est-ce que nous dit Laboria? Il nous dit qu'il faut toujours partir du travail réel quand on veut s'approprier un sujet d'IA, parce qu'on n'est pas des techniciens de l'IA, on n'est pas tous informaticiens.
Nous, ce qui nous importe en tant qu'élus du personnel ou même en tant que cabinet, c'est de comprendre ce qui se joue au niveau du travail en s'appuyant sur les expériences concrètes et les pratiques réelles. D'où l'intérêt aussi des expertises CSE sur les projets importants ou les nouvelles technologies, c'est qu'on peut aller à la rencontre des salariés, faire des entretiens, faire des observations de situation de travail et on peut interroger les effets de l'IA à partir du travail réel. Ce que nous dit aussi Laboria, c'est qu'il faut garantir, autant que faire se peut là encore, la co-conception et organiser le dialogue en continu. Idéalement, une IA qui va être capacitante et positive, c'est une IA qui sera co-construite entre décideurs, concepteurs, ingénieurs et opérateurs ou salariés. Évidemment, on n'a pas toujours cette capacité de dialogue du début de l'amont jusqu'à l'aval, mais en tout cas, il importe qu'au niveau du CSE, il y ait un dialogue qui se fasse entre le décideur et les salariés et que le décideur lui-même fasse pression sur les fournisseurs de données pour avoir aussi un petit peu la main sur la manière dont est construite l'IA. Donc, c'est un travail, en fait, pour pousser à la délibération sur les outils d'IA. Parce que le but, c'est quand même de mettre l'IA au service de la sécurisation des salariés, au service de la prévention des risques et de l'amélioration des conditions de travail, et non pas l'inverse. On verra tout à l'heure que l'IA a des effets positifs sur le travail, mais présente évidemment des risques qu'il faut prévenir. Une autre chose importante quand on est face à des outils d'IA, c'est d'essayer de les rendre compréhensibles, explicables et développer une explicabilité située sur chaque outil, essayer de comprendre non seulement ce qu'il fait au travail, mais ce que l'IA fait aux données. Donc ça aussi, il faut quand même que tous les acteurs jouent le jeu, jusqu'aux fournisseurs sur la transparence des données, parce qu'on sait que dans un algorithme, il y a un tel jeu de données que cette transparence n'est pas facile à mettre en œuvre, mais en tout cas, c'est ce à quoi on s'applique quand on analyse des outils d'IA. Et puis enfin, il faut accepter une part d'imprévisibilité et apprendre chemin faisant. C'est-à-dire que ce pourquoi une organisation a mis en place l'IA, ce n'est pas forcément ce qui va arriver sur le terrain. Et c'est important d'avoir des retours d'expérience réguliers, de développer cette culture du dialogue, justement, pour tenir compte des situations imprévues et faire des remontées terrain sur ces effets de l'IA. Nous, cabinet Apexisast, on a eu l'occasion de faire déjà un certain nombre de missions IA dans différents secteurs. Ça avait commencé il y a plusieurs années dans le secteur bancaire et puis récemment davantage dans le secteur informatique. Plusieurs missions également dans la presse régionale et également dans l'industrie agroalimentaire. Donc, je vais vous présenter un cas d'expertise, une IA générative qui a été mise en place, sans nommer l'entreprise, mais une IA générative qui a été mise en place dans le secteur informatique. Quel est l'usage dans le secteur informatique des nouvelles IA et notamment des IA génératives? C'est d'automatiser le codage. Ça permet donc une génération automatique du code et une complétion rapide qui accélère la phase de développement sur différents langages informatiques. C'est aussi la promesse d'automatiser des tâches redondantes comme la création de scripts. C'est également la possibilité d'avoir une génération de documentation qui est très précise en fait sur tout ce qui est historique du codage et aspect technique. On sait souvent que les débutants en informatique qui arrivent dans une société ont du mal à avoir accès à la documentation précise sur la génération de code. Donc là, c'est des outils extrêmement facilitateurs, notamment pour les jeunes entrants. Et puis, évidemment, ça améliore le confort des utilisateurs en réduisant l'effet de page blanche. C'est-à-dire, même si on n'est pas hyper performant, d'emblée, l'IA donne des idées. Après, il y a des agents d'IA aussi à des niveaux plus complexes qui peuvent également contrôler les codes mis en place. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un soutien aux opérationnels qui est présenté en mettant en place ces outils, une aide à l'apprentissage de nouveaux langages qui encourage la montée en compétences et qui pourrait améliorer également la productivité. Donc, pour la direction, c'est un accompagnement stratégique qui permet d'absorber la croissance des activités, soutenir l'innovation et puis évidemment être dans la marge du temps en faisant rentrer un outil d'IA qui existe sur le marché. Donc souvent, les projets ils sont présentés de façon très positive.
avec des cas d'usage qui facilitent le travail. Après, il faudra voir derrière cette facilitation quels sont les potentiels effets pervers, mais c'est de toute façon, en général, des effets quand même de bluff sur l'activité parce que ça permet de faire des choses plus facilement que par le passé. On retrouve aussi des mises en œuvre d'IA générative, comme je vous le disais, dans le secteur de la presse régionale. Là, ce qui a commencé à être fait dans la presse régionale, c'est des IA qu'on applique à la copie de correspondants locaux. Les correspondants locaux, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des personnes qui, dans les villages, les petites villes, donnent des informations au journal et rédige des textes pour nourrir le journal d'actualité locale. Parfois, ces gens n'écrivent pas très bien puisque ce n'est pas leur métier. Et donc, ce qu'on promet aux éditeurs de presse, c'est de passer ces copies de correspondants à la moulinette de l'IA pour avoir un texte mieux structuré, plus propre. Et puis, en dernière analyse, c'est l'éditeur de presse qui corrige, qui voit s'il n'y a pas d'erreur et qui porte la responsabilité finale du texte rendu. Il y a toujours un contrôle par l'humain, mais une facilitation de base. Donc là aussi, les impacts attendus, c'est la rapidité d'exécution. Ce qu'on promet aux journalistes, c'est de gagner du temps dans une période où souvent, dans les rédactions et dans les pôles éditoriaux, on se plaint de l'intensification du travail lié aussi aux outils du numérique et au fait de travailler en bimédia. Donc pour la direction, ce qui est annoncé, c'est une amélioration des conditions de travail. Sauf que tout n'est pas si simple parce qu'on fait rentrer un outil qui a des potentiels biais dans ses analyses de texte, qui fait rentrer un outil externe dans le monde du journalisme qui fonde son éthique sur la recherche de vérité. Et là, un outil potentiellement qui peut créer des hallucinations dans un texte. Et si le journaliste n'est pas en situation de prendre le temps de tout vérifier, il peut y avoir une information erronée qui est éditée à la suite. Donc, on verra qu'il faut analyser un petit peu tous ces risques avant de s'emparer d'une IA. Parmi les risques les plus courants qu'on entreaperçoit en expertise sur le travail réel, c'est un sentiment pour les utilisateurs d'être moins engagés dans la tâche facilitée par l'IA, d'avoir un moindre engagement cognitif et du coup un moindre intérêt pour le travail, sachant qu'après, il faut vérifier ce qu'a fait l'IA, mais quand on est moins engagé dans la tâche, on est moins engagé aussi dans la pratique de vérification. Ce que fait aussi l'outil, c'est qu'il automatise des tâches dites à faible valeur ajoutée. Mais en automatisant des tâches à faible valeur ajoutée, il entraîne finalement un risque de surexposition à des tâches exigeantes. Parce qu'on facilite toutes les tâches faciles, qu'est-ce qui reste? Toutes les tâches exigeantes. Et si on met un continuum de tâches exigeantes, finalement, cette facilitation produit l'effet inverse de l'effet escompté. C'est une forme d'intensification du travail. Par ailleurs, les utilisateurs témoignent parfois d'une difficulté à se souvenir précisément des informations générées par l'IA. Parce qu'ils ont mis moins d'eux-mêmes dans le travail, et ils ont moins de capacité aussi à comprendre les processus de travail. Donc, il y a une sorte d'autonomisation de l'outil par rapport à l'utilisateur. Et il peut y avoir, comme je vous le disais, une baisse de la vigilance avec finalement des contrôles qualité moins fréquents. Au début, un utilisateur est très dans le contrôle. Mais petit à petit, si la confiance dans l'outil s'installe, les contrôles peuvent être moins fréquents et laisser passer des erreurs. Le risque, enfin, sur le plan de la psychologie du travail, c'est d'avoir un sentiment de perte de valeur ou d'utilité professionnelle. Il peut y avoir ce qu'on appelle un paradoxe de la facilitation, c'est-à-dire que la simplification du travail peut entraîner une perte de sens lorsque la difficulté est une source de satisfaction au travail. Je parlais tout à l'heure des codeurs. Un codeur qui maîtrise son langage et son code, il a du plaisir aussi à construire son code. Un journaliste et un éditeur de presse, il peut avoir du plaisir à remettre d'aplomb un texte mal ficelé, à apporter lui-même les corrections, à structurer le texte et à faire d'un mauvais texte un bel outil de communication et un bel article. Donc, le travail de facilitation représente un paradoxe pour le travailleur par rapport à son engagement dans le travail. Par ailleurs, tous ces outils, ils ont un impact technique et sécuritaire au sein de l'organisation. Donc, en expertise aussi,
On essaye de comprendre quel est le niveau de dépendance que l'organisation est en train de créer vis-à-vis de l'outil et qu'est-ce qu'elle incorpore comme risque et comme vulnérabilité sur le plan technique aussi, en se fiant de plus en plus à un outil. Si l'outil dysfonctionne et que la compétence n'est plus au niveau des salariés, mais elle est portée par l'outil, ben, quelque part, l'entreprise, elle externalise ses compétences avec les risques qu'on pourra constater peut-être un jour, même si c'est encore trop tôt pour les constater dans les organisations. Par ailleurs, ce qu'il faudra surtout surveiller aussi, c'est les potentiels mésusages managériaux et notamment la progression du management algorithmique, hein, qui amènerait une transformation profonde des organisations du travail. On sait que ce management algorithmique existe déjà, notamment dans les emplois de plateforme, hein, les emplois ubérisés par exemple, ou les emplois de logistique. Mais ce management algorithmique, il pourrait finalement se diffuser au niveau d'autres typologies d'organisation en générant du contrôle continu du travail. Le contrôle du travail a toujours existé, mais là, c'est un changement qualitatif en augmentant le contrôle du travail. Ce que peut faire aussi le management algorithmique, c'est remplacer des décisions humaines par des prises de décision automatisées. Parce que l'IA, elle peut aider à affecter le travail, à superviser les tâches, hein, à les évaluer. Donc, il y a un certain nombre de choses qui peuvent se substituer à un manager. Pour l'instant, on est dans des organisations où le manager a le fin mot de l'histoire, mais il faudra voir jusqu'où on va dans le management algorithmique, parce qu'on a bien vu que sur le travail de plateforme, c'est aller très loin avec les risques psychosociaux qui vont avec. Par ailleurs, le management algorithmique peut être perçu comme neutre par rapport à une décision humaine, une décision plus neutre, finalement moins subjective. Or, les IA ne sont jamais neutres, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est qu'une IA, elle est toujours située, elle s'insère dans le système dans lequel elle naît. Là, par exemple, elle s'insère dans le capitalisme financiarisé. On ne peut pas dire qu'il y ait de neutralité de l'IA. Les IA, elles sont construites en fonction d'intérêts situés. Par ailleurs, l'IA, elle redistribue les tâches entre les humains et les machines. Comme je vous disais, c'est une nouvelle division du travail. Donc, on fait face à des technologies qui favorisent une nouvelle division du travail dont certains sociologues craignent finalement un nouveau taylorisme augmenté. Donc, c'est des choses aussi qu'il faudra analyser dans nos organisations pour voir si les IA sont capacitantes ou si elles présentent ces risques préidentifiés. Ce que promettent les IA, c'est surtout des gains de productivité. Quand ils existent, les gains de productivité peuvent se traduire de différentes manières. On peut dire, comme le disent les journaux en presse régionale, on va diminuer vos horaires ou au moins désintensifier votre travail. Vous allez vous consacrer à des tâches à forte valeur ajoutée qui vous intéressent et puis vous allez être désencombré de tâches chronophages. Donc ça, c'est l'idéal, c'est ce dont on rêve dans les situations de travail intense. Ça peut être aussi des gains réaffectés pour les consommateurs avec finalement des gains de productivité et une baisse des coûts à la consommation de ce qui a été produit. Par ailleurs, ces gains ils peuvent être aussi récupérés par les actionnaires sous forme d'une hausse des dividendes et ne pas être redistribués aux salariés. Donc, il faut voir en situation réelle, aussi bien dans les expertises santé au travail que dans les expertises économiques, qu'est-ce qu'on fait de ces gains de productivité quand ils sont constatés. Sachant que pour l'heure, ces gains de productivité, ils sont controversés, ils sont pas toujours prouvés dans les organisations où il y a encore beaucoup d'étapes de contrôle avant la fiabilisation des IA dans les process de travail. Nous, ce qu'on préconise dans la plupart des expertises, je vais vous le donner de façon très généraliste parce qu'on ne peut pas revenir sur une expertise donnée, mais l'idée, c'est qu'il faut toujours s'assurer d'une bonne appropriation par les salariés de l'IA. L'apport de l'IA dans le travail, il se fait avec des apprentissages. Donc, on porte des préconisations relatives aux modalités de formation et de déploiement. Il y a toujours une question aussi de gestion des accès. Qui va avoir accès à l'IA et pour quels usages, avec quel niveau de seniorité, etc. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut des espaces collaboratifs d'appropriation. Parce que souvent, c'est une dimension finalement qui est minorée par les directions, qui peuvent penser que l'outil est facile d'appropriation parce que
Il suffirait d'appuyer sur un bouton pour s'en servir. Sauf que, comme on l'a vu, ça change le process de travail. Donc, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton, on va travailler collectivement différemment. Donc, c'est ces enjeux de collaboration qu'il faut travailler aussi quand on met en place un outil d'IA. Il faut qualifier la qualité du travail parce que le travail de qualité sans IA et un travail de qualité avec IA, c'est un changement. Donc, en fait, il faut de nouveau délibérer sur le travail pour comprendre de quelle manière nos activités évoluent avec ces outils et de quelle manière on peut continuer à se reconnaître dans le travail en mettant en place ces outils. Par ailleurs, il faut lever le risque de surveillance au travail. La surveillance à outrance du travail est toujours défavorable à la santé au travail. Donc, nous, on travaille avec les directions à ce qu'elles produisent un message rassurant sur ces sujets et qu'elles clarifient leur intention sur l'utilisation des IA. Et quand on s'engage sur cette absence de surveillance et de contrôle continu, souvent les salariés sont plus aptes à s'approprier ce type d'outils. Enfin, on travaille aussi sur la question de la responsabilité dans la prise de décision, parce qu'on voit que l'IA fait le travail, souvent fait un travail de production. Pour autant, l'IA ne va pas être rendue responsable d'une erreur dans une organisation et d'une erreur qui peut être importante, par exemple, vis-à-vis d'un client. Donc, il faut savoir de quelle manière le salarié peut continuer à porter la responsabilité du travail final. Pour ça, il faut qu'il ait un rythme de travail acceptable, avec des possibilités de faire des points de contrôle réguliers et un certain nombre de moyens doivent lui être donnés pour pouvoir continuer à porter la responsabilité du travail final. Enfin, dans les expertises, on peut interroger, et les CSE, d'une certaine manière, ont le devoir d'interroger les conséquences environnementales de l'usage des IA dans les entreprises. On sait de façon générale que les IA avec les centres de calcul associés consomment beaucoup d'énergie, que c'est de fait une augmentation du bilan carbone du pays dans lequel les IA sont implantées. On sait également que les centres de calcul doivent être refroidis et que donc il s'ensuit une grande consommation de ressources en eau et que par ailleurs, la fabrication des composants électroniques nécessaires à ces outils nécessite l'extraction de minerais dans des conditions qui peuvent générer un certain nombre de troubles, de tensions, voire de guerres. Donc, c'est des sujets sociaux très forts. Et à l'échelle de son entreprise, il faut essayer de se les approprier. C'est d'ailleurs une possibilité pour le CSE d'être informé sur les conséquences environnementales de l'introduction de l'IA sur toutes les consultations, pas seulement les consultations santé au travail. Donc souvent dans les entreprises, on nous dit oui, mais c'est un choix de société que l'entreprise ne porte pas, elle ne fait que suivre. Pour autant, elle a les moyens, le plus souvent, en tout cas les grandes entreprises, de mesurer l'impact carbone de l'utilisation des IA. Par ailleurs, il y a un sujet social à porter parce qu'il y a un certain nombre de salariés qui sont mal à l'aise avec l'usage de l'IA parce que justement, ils sont de plus en plus informés des impacts environnementaux qui vont à l'inverse de ce qu'on raconte sur la nécessité d'avoir un développement soutenable pour l'environnement. Donc, tous ces sujets sociaux, ils doivent être portés au moment des expertises et alimentés par la direction qui doit elle-même se tourner vers ses fournisseurs pour avoir une meilleure compréhension des enjeux. Donc, dans un premier temps, on n'aura pas une maîtrise totale des enjeux, mais en tout cas, c'est des sujets qu'il faut porter en posant systématiquement les questions sur les effets environnementaux de l'IA. Voilà pour cette partie un peu brève sur les conséquences et sur la transformation du travail. Je laisse la main à Delphine pour parler des conséquences sur l'emploi cette fois. Oui, en fait, justement, à la lumière de toutes les transformations du travail qu'on a vues avec Laura, on va pouvoir penser les conséquences sur l'emploi. Donc, ce qu'on appelle aussi la gestion prévisionnelle des emplois, c'est que vont devenir les emplois au regard de toutes les transformations qui sont apportées par l'IA. Alors, pour interroger ces conséquences sur l'emploi, alors il y a deux cadres. Il y a d'abord la consultation politique sociale, mais ça, c'est pour les conséquences qui ont déjà eu lieu, ce qui a déjà existé pour l'aménagement de certains emplois ou peut-être, voilà, il y a déjà eu des impacts en matière de recrutement, de stabilité des effectifs ou d'accroissement.
Et le deuxième cadre pour interroger ses conséquences sur l'emploi, le cadre le plus adapté pour parler du prévisionnel, c'est la consultation sur les orientations stratégiques. Et ce cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, c'est celui qui va permettre d'interroger cette gestion prévisionnelle des emplois. Vous connaissez aussi la gestion prévisionnelle à travers son terme qui est utilisé pour la négociation, qui est la GEPP, pour gestion des emplois et des parcours professionnels, voire GEPP-MM pour mixité des métiers. Et donc, cette gestion prévisionnelle des emplois, qui est un pan entier de la consultation sur les orientations stratégiques, le Code du travail prévoit bien précisément qu'en tant que CSE, vous êtes consulté sur les orientations stratégiques, les conséquences sur l'emploi et la gestion prévisionnelle des emplois. Et donc, cette gestion prévisionnelle des emplois, cette façon de penser les emplois futurs, elle doit être au service, ou en tout cas, c'est notre boussole et c'est votre boussole en tant que CSE, au service de la sécurisation des emplois. C'est-à-dire comment je vais faire en sorte de maintenir l'employabilité, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obsolescence sur les compétences actuelles des salariés qui sont touchés, par exemple, par une automatisation des tâches, et pour aussi sécuriser ces emplois, créer des parcours de carrière. Par exemple, s'il y a un emploi qui est défavorisé, qui est en décroissance, comment je fais en sorte de tirer ces salariés pour les amener vers des emplois qui, eux, sont en croissance. Donc, au moment de l'ouverture de cette consultation sur les orientations stratégiques, comme on vous l'a dit sur les autres consultations, bien sûr, le CSE peut désigner un expert s'il s'avère qu'il a besoin d'avoir un avis éclairé le plus possible et qu'il se retrouve un peu limité sur son accès à l'information ou sur le nombre de données qu'il faut étudier pour avoir une vision complète. Alors, pour cette même raison, vous avez une deuxième question du coup. Savez-vous s'il y a des emplois menacés par l'IA ou des emplois finalement qui sont émergents dans votre structure? Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu si vous savez les projections dans votre société, si le CSE a été informé sur ces sujets. Alors, on vous laisse un petit temps pour répondre. On va pouvoir regarder un petit peu. Alors, malheureusement, là, pour l'instant, c'est le nom qui se dégage. Enfin, on a quand même le nom qui se dégage nettement. Donc, même si on vous laisse encore un peu de temps pour participer, je pense que ça ne changera pas la tendance globale. Et effectivement, en fait, parce que justement, les transformations du travail, c'est assez logique, hein, vous avez été nombreux tout à l'heure à répondre que vous les connaissiez peu ou soit insuffisamment, soit pas du tout. Et effectivement, si vous ne connaissez pas ce sur quoi l'IA agit, les tâches qu'elle bouscule, bah derrière, essayer de savoir quels vont être les impacts sur l'emploi, ça va être extrêmement limité. Donc c'est ça qu'on va essayer de penser ensemble, c'est le cadre dans lequel vous allez pouvoir avoir le maximum d'informations pour essayer de vous emparer de ce sujet et de faire en sorte que votre direction le mette bel et bien sur la table. Donc effectivement, le nom l'emporte à 65%. Donc, pour en revenir à comment est-ce que je pense ma gestion prévisionnelle des emplois, on vous a remis des éléments de définition là aussi pour qu'on ait tous en tête ceux dont on parle. Donc, la fonction de la gestion prévisionnelle des emplois, c'est de résorber les écarts entre les besoins futurs et les ressources actuelles. Parce que j'ai des ressources actuelles en termes de compétences, en termes d'effectifs, j'ai des besoins futurs qui sont dictés par la stratégie que vient de mettre en place mon entreprise. L'idée, ça va être comment j'y vais. En fait, je pars de mon point A, la direction veut qu'on aille au point B. Bah, comment je vais faire en sorte de penser ce chemin avec le prisme dont je vous parlais tout à l'heure, qui est de bien garder en tête de sécuriser les emplois, parce que c'est vraiment ça l'idée, sécuriser les emplois. On a vu tout à l'heure sur la sécurisation des conditions de travail, et là, on s'appuie sur la sécurisation des emplois en tant qu'emploi non menacé, donc ne pas se retrouver sur le marché du travail. Et donc, les réponses à apporter pour résorber les écarts sur ce dont on a besoin demain et ce qu'on a aujourd'hui, bah ça va dépendre des effets de l'IA. Donc déjà, de ce qu'on a pas mal vu avec Laura et sur lequel je vais revenir, parce qu'en fonction des effets de l'IA, forcément, les plans d'action pour essayer de penser la sécurisation des emplois ne va pas être les mêmes. Et un petit point qu'on vous a mis ici, même si ce n'est pas complètement l'objet de ce développement, pour le motif à l'origine de ces écarts, c'est la stratégie qui est mise en place par l'entreprise et ça aussi, ça peut faire l'objet de la discussion. Vous ne discutez pas seulement de comment vous y allez, vous avez le droit de remettre en cause le point d'arrivée. Et ça, c'est important parce que parfois, les directions sont très descendantes et la stratégie, elle se déploie comme ça. Et en plus, elle vous donne assez peu d'éléments sur la façon dont ça impacte les emplois ou quelles sont les conséquences pour les salariés concernés. Et vous avez l'impression d'être mis sous le fait accompli. Bah, sachez que vous avez aussi la possibilité de proposer des stratégies alternatives.
Et donc, comme je vous le disais, pour savoir comment on y va, il va falloir savoir quels sont les effets de l'IA. Alors, parmi les effets principaux, on a distingué deux grands axes. Le premier, c'est sur l'automatisation des tâches. Alors, on a coutume de voir trois gros modes d'automatisation. En tout cas, c'est comme ça qu'elles sont définies dans les entreprises, dans leur déploiement. On a un mode d'automatisation qu'on appelle le transfert de charge. Donc là, c'est l'IA qui fait le travail à notre place. Exemple, pré-traitement des emails, tri des CV, on en parlait tout à l'heure dans le cadre du recrutement, de faire des comptes rendus de réunion. Donc, c'est des tâches qu'on ne fait plus, mais que l'IA fait à notre place. Ensuite, on a la tâche dite de simplification. Donc, l'IA rend la tâche plus fluide. Exemple, pour rechercher des documents, on parlait tout à l'heure de l'assistance à l'écriture du code, donc elle ne fait pas à la place, mais elle facilite l'usage, ou elle le rend moins chronophage. Ensuite, c'est les réalisations de tâches qui étaient négligées, c'est-à-dire qui, par des questions d'intensification du travail, de gestion des urgences, on faisait moins. Et c'est le cas, par exemple, de la détection d'erreurs. Ça peut être effectivement aussi la synthétisation de certains écrits. Alors, les conséquences attendues de ces modes d'automatisation pour l'entreprise, c'est les gains de temps et de productivité. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est ça, sa boussole, c'est le gagner du temps et de la productivité. Et donc, pour pouvoir calculer ce gain de temps et de productivité, bah, ça va dépendre du poids de cette fameuse tâche dans l'activité globale et du fameux travail réel dont a parlé Laura. Donc, c'est ça qu'il va falloir évaluer correctement. Parce que le risque, si les gains sont surévalués, s'ils se disent « Ah non, mais aujourd'hui, il va mettre moitié moins de temps mon salarié et qu'il n'a pas du tout pris le temps de voir l'ensemble du tableau, l'ensemble des tâches annexes et tout le reste qui fait que non, le salarié, ça ne va pas lui réduire de 50% son temps de travail. Et bien derrière, ça va minorer le besoin de ressources. Ça va dire qu'on ne va pas recruter quelqu'un dans cette équipe parce qu'on considère qu'ils sont déjà assez nombreux pour le faire. Et ça peut créer jusqu'à des risques sur l'emploi parce que si on considère qu'il a 50% de son temps de travail en plus, bah, peut-être qu'il faut une personne à la place de deux. Donc, on va inciter au départ. Et on ne va pas penser des remplacements. Si une personne part à la retraite, on se dit c'est peut-être pas nécessaire de remplacer. Et pour les gens qui restent, ça peut signifier une intensification de la charge de travail. Donc, c'est tout sauf neutre. Cette évaluation des gains, c'est vraiment important de l'avoir sous le prisme de la transformation du travail et sur le prisme de l'évolution des emplois. Alors, à quoi conduit l'automatisation des tâches? Donc, a priori, si elle amène bien un gain de productivité et de temps, alors avec cette réserve dont je vous parlais de bien la mesurer, on peut être effectivement confronté à une situation de sureffectif. De sureffectif, on dit en volume, c'est-à-dire qu'on a plus de personnes que la tâche ne le nécessite. Les besoins humains excèdent les besoins estimés pour accomplir la tâche. Et donc, si il s'avère que ce sureffectif est réel, que vous l'avez aussi, observé en tant que représentant du personnel avec les bons éléments qui vous ont été donnés, bah ensuite, il va falloir penser la sécurisation des emplois. Donc, comment est-ce que je vais faire en sorte de répondre au fait qu'il y a trop de personnes à un endroit et que donc je vais leur permettre d'aller dans des emplois qui, eux, sont en croissance ou en tout cas sont plus stables. Bah déjà, vous allez mettre en place des aides à la mobilité interne. Alors ça, c'est des préconisations que vous pouvez faire en tant que CSE ou c'est aussi des choses que vous pouvez négocier dans le cadre d'un accord GEPP si vous avez l'opportunité d'une négociation qui s'ouvre. Et donc, l'aide à la mobilité interne, elle a plein de façons de se décrire. C'est notamment, au départ, il faut partir d'une vision commune. Donc, il faut qu'il y ait une visibilité pour le salarié, de là où il part pour là où il va. Et du coup, une description des métiers et de compétences clés qui sont précises, qui sont pertinentes. Ensuite, il faut qu'il puisse avoir accès aux autres emplois de son entreprise. Donc là, on parle souvent de bourse à l'emploi. En gros, c'est une plateforme d'offres d'emploi interne, donc au niveau de l'entreprise ou au niveau du groupe, si vous appartenez à un groupe. Et on peut penser tout un tas de mesures d'accompagnement pour la découverte d'autres environnements. Donc souvent, c'est des accompagnements d'immersion. Comment est-ce que je vais pouvoir voir ce que fait le collègue qui occupe le métier que je veux faire demain. Donc, ça peut être des contributions ponctuelles, ça peut être un détachement temporaire. Parfois, on entend des entreprises qui mettent des détachements de 6 mois, de 1 an. Et à la fin, le salarié estime qu'il a envie toujours d'aller sur ce métier ou qu'il veut retourner à son métier d'origine. Ou l'entreprise peut se dire, il a besoin d'1 an encore parce que toutes les compétences ne sont pas acquises, mais on va l'accompagner avec de la formation. Et tout ça va permettre de penser l'évolution des carrières, les fameuses passerelles entre les emplois. Et de penser les besoins en formation. Et
Et parce qu'on pense les besoins en formation, on pense parcours de formation. Donc là, si c'est des métiers qui demandent une certification, un diplôme que le salarié n'a pas, on peut aller sur des formations qui sont certifiantes ou diplômantes. Et si elles sont certifiantes ou diplômantes, c'est bien les mêmes certifications et les mêmes diplômes qu'on peut avoir en formation initiale, en sortant d'école. C'est vraiment les mêmes. Un diplôme, à partir du moment où il est reconnu en tant que diplôme, il a le même effet que ce soit une formation à distance qui a été faite sur plusieurs mois ou une formation initiale. Par exemple, je pense à une formation RH. Ça a la même valeur. Et donc, on va faire des formations certifiantes ou diplômantes si ça le nécessite. On peut aussi faire des bilans de compétences si le salarié est un petit peu perdu sur là où il peut aller demain. Et c'est par exemple le cas chez des gens qui ont peu de qualifications, qui sont sortis tôt de dans leurs études initiales. Parfois, ils ont un sentiment d'illégitimité pour aller quelque part et le bilan de compétences peut révéler un tas de choses, des compétences d'ailleurs, y compris développées en dehors de l'entreprise, où ils vont prendre conscience, et je pense notamment à vous en tant que représentant du personnel, vous avez plein de compétences que vous avez acquis dans l'exercice de votre mandat qui peuvent être au service de votre évolution professionnelle. Et enfin, sur les validations des acquis d'expérience, certains d'entre vous en ont certainement entendu parler, c'est les fameuses VAE. C'est-à-dire que là, c'est la même réflexion qu'autour des certifications et des formations diplômantes. C'est qu'on va reconnaître, c'est une démarche qui va permettre de valider l'expérience d'un salarié pour lui donner un diplôme. Par exemple, quelqu'un qui serait rentré tôt dans l'informatique avec un niveau BTS qui aujourd'hui aurait des capacités à travailler avec des ingénieurs ou aurait un poste d'ingénieur, et ben on peut lui valider par une VAE son diplôme d'ingénieur. Donc là, ça c'est beaucoup facilité d'ailleurs, la validation des acquis d'expérience. Hein. Donc c'est vraiment facilité aujourd'hui en termes de process. Donc, c'est vraiment des choses à mettre sur la table. N'hésitez pas à mettre ça sur la table parce que vous pouvez négocier en tant que CSE ou en tant qu'organisation syndicale le fait que ces accompagnements VAE soient pris en charge totalement ou partiellement par l'entreprise. Et encore une fois, je le répète, mais je pense qu'on ne le répétera jamais assez, il faut vraiment que vous ayez en tête de sécuriser les emplois, c'est-à-dire éviter qu'il y ait un plan d'accélération des départs volontaires ou qui peuvent aller jusqu'au plan de sauvegarde de l'emploi. Enfin, il y a les fameuses tâches dans les effets sur l'emploi. On a identifié les activités et les tâches inédites. Donc, il est plus facile d'identifier des tâches supprimées que celles créées. C'est le fameux paradoxe de la destruction créative. C'est qu'il est difficile d'avoir un recul suffisant au moment où on le vit sur l'ensemble des tâches qui sont supprimées par l'IA. Mais par exemple, qui sont créées par l'IA, et dans les exemples de tâches qui sont créées par l'IA, on a tout ce qui tourne autour de la conception, l'entraînement et la maintenance des IA. Vu que les IA n'existaient pas avant et qu'aujourd'hui, il faut assurer la maintenance de ces IA, forcément, c'est des métiers qui émergent. On a l'intensification des activités commerciales. On a beaucoup, par exemple, de structures moyennes, petites, qui se mettent à faire des activités commerciales parce qu'elles peuvent plus facilement faire de la veille concurrentielle, parce qu'elles peuvent plus facilement aller étudier leurs données clients, alors qu'avant, elles ne le faisaient pas. Donc, on est bien sur des nouvelles tâches, mais c'est des tâches qui existaient dans le marché du travail. Elles sont nouvelles pour l'entreprise qui les accueille, et ça peut être fait par des gens qui n'ont pas du tout de formation commerciale. Il y a le fait d'améliorer en continu les anomalies, on appelle ça la remédiation, et ça, pareil, c'est une tâche qui n'existait pas forcément. On se relisait une fois, là, on va faire en sorte d'améliorer, peut-être justement dans les activités commerciales, de faire en sorte que ça parle le mieux aux clients, de la meilleure façon, avec les meilleurs mots-clés, et on a cette amélioration continue qui est une nouvelle tâche qui n'existait pas, avec un contrôle qualité qui n'existait pas. Et enfin, toujours pareil, souvent mis au profit des activités commerciales ou de la suivi du suivi des clients, c'est tout ce qui est personnalisation des contenus. Et donc, les conséquences possibles sur ces nouvelles tâches qui émergent par l'IA, c'est les besoins de nouvelles compétences. Par exemple, on a parlé pas mal ces dernières années des data scientists, donc des gens qui sont chargés d'améliorer les données clients, par exemple, pour pouvoir ensuite les exploiter. Et on a possiblement aussi un besoin de renforcer l'effectif. Par exemple, sur les activités commerciales nouvellement créées, peut-être qu'on va devoir renforcer l'équipe. Et donc, comme tout à l'heure dans la même démarche, une fois qu'on a identifié les conséquences de l'IA, on va pouvoir penser la manière d'accompagner les emplois. Donc, si on est dans une situation de ce qu'on appelle de non-concordance, c'est-à-dire que les qualifications des salariés actuels ne correspondent pas à ce dont ils ont besoin aujourd'hui, parce que leur métier n'est pas le même. Et bien ça, on va là aussi passer par les formations, donc exactement ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, certifiantes, diplômantes, passer par les bilans de compétences s'il faut et les VAE. Ensuite, il peut y avoir une situation de sous-effectif.
Et donc là, c'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de personnes pour pouvoir faire le travail qui est présenté. Et donc, si on est en sous-effectif, il faut là aider à la mobilité interne. Donc, c'est l'accueil de ce qu'on a vu tout à l'heure. Moi, je pars de mon emploi qui est menacé, je vais vers un emploi pour lequel il y a des demandes. Et ben là, en tant que nouvelle tâche qui nécessite plus d'effectifs, je vais faire venir les emplois qui viennent d'emplois menacés. Et donc, si je ne trouve pas, donc avec vraiment un prisme mobilité interne, pensée, accompagnée et avec des vrais budgets de formation, si malgré tout je n'arrive pas à trouver, bah, ça peut passer par le recrutement externe avec des parcours d'intégration pour faire en sorte d'avoir des gens qui puissent se projeter dans l'effectif. Donc là, l'objectif, au-delà de la sécurisation des emplois, c'est vraiment protéger l'employabilité des salariés et, pareil, les conditions de travail, toujours avec le prisme d'éviter au maximum l'intensification du travail. Donc voilà, on en a terminé avec Laura pour tous ces éléments. On espère que ça vous servira en tant que CSE pour vraiment vous emparer du sujet, comprendre tous les aspects et pouvoir le mieux possible sécuriser les emplois, sécuriser la transformation du travail au bénéfice des conditions de travail et des emplois. Et donc, il y a quelques questions qui ont été posées pendant l'exposé. On a encore un petit peu de temps. Donc, il y a une question un peu large qui, j'espère, ce webinaire aura apporté une partie de la réponse. Le sujet IA est tellement large que la direction elle-même ne sait pas comment structurer et aborder ce sujet en instance. Les représentations à ce stade tournent autour des projets en cours intégrant de l'IA et éventuellement des aspects techniques, IA snackable, générative, etc., ou des exemples d'applications dans l'entreprise, design, etc. L'aspect évolution des compétences et formations nécessaires associées reste très global. Que préconisez-vous de mettre dans les ordres du jour pour structurer le CSE ? Axes principaux à aborder. Alors, le point d'entrée, bien entendu, c'est, vous l'avez compris, l'idée qu'on a essayé de proposer dans ce webinaire, c'est de vous saisir des outils que vous avez déjà via les informations, consultations récurrentes, notamment en matière de stratégie, en matière RH, pour mettre avec un focus sur l'IA et ses conséquences sur les enjeux d'emploi et les conditions de travail. Donc, structurer votre ordre du jour avec ce point en focus nous paraît pertinent. Dans les expertises que vous pouvez déployer, demandez bien entendu à votre expert d'aller creuser cette thématique-là. Et puis, quand il s'agit d'un projet important, et bien là, de contacter quelqu'un qui peut formuler une motion qui permettra d'aller saisir l'expert pour aller creuser les thématiques comme Laura l'a déployé. Alors, c'est un peu généraliste, mais c'est ce qui nous semble être le plus à même de fonctionner, c'est-à-dire d'introduire ces sujets-là finalement de façon assez récurrente dans les thématiques qui sont proposées au CSE, plus que de faire un focus une fois sur l'IA, puisque de toute façon, c'est un sujet en constante évolution, et donc y revenir régulièrement, c'est ce qui nous semble le plus pertinent. Si besoin, d'ailleurs, je me permets au passage de préciser qu'on se tient à disposition pour échanger avec vous sur des thématiques plus précises au sein de votre propre CSE sur ce sujet. Une autre question qui est toute simple, c'est: pourriez-vous nous mettre à disposition le support de présentation ainsi que l'enregistrement? La réponse est bien entendu oui. Nous allons vous envoyer le support à tous et puis le lien qui vous reroutera ce webinaire et la rediffusion. J'en profite qu'on glissera aussi dans cette information le lien que j'ai partagé en direct avec vous sur l'étude du Laboria, puisque j'ai vu que plusieurs d'entre vous étaient intéressés. Et puis, on avait une petite question un peu plus ciblée. Pourriez-vous exemplifier concrètement ce qu'est le management algorithmique déjà en place dans les plateformes? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Pour moi, la thématique, c'est plutôt, quand vous dites les plateformes algorithmiques, j'imagine c'est de l'ubérisation, par exemple. Donc, les risques, c'est l'intensification du travail, du contrôle. Je ne sais pas si Laura, tu as quelque chose à ajouter, mais on est bien sur de la coercition, du contrôle, de l'intensification. Et j'ai envie de dire, après, ça dépendra de quelle IA est mise sur quelle plateforme. C'est une question qui est peut-être un peu large pour être exhaustive ici, mais ça existe déjà. Ça fait même plusieurs années que c'est en place.
Oui, ben, on connaît tous le livreur Uber qui plus il performe, plus il aura de chances d'avoir des créneaux intéressants pour lui. Et à l'inverse, il peut y avoir des sanctions du type être carrément déconnecté de la plateforme en sanction d'une contre-performance qui peuvent être liées à des éléments externes au livreur. Donc là, on est sur des choses très graves et des conditions de travail très détériorées, hein. C'est très connu que ce type d'emploi ne sont insuffisamment protégés. Ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est que ce type de management algorithmique ne soit pas diffusé au sein d'autres types de sociétés à un moment où on essaye de légiférer pour protéger le travail de plateforme des conséquences délétères sur la santé. Donc on fait un progrès d'un côté, il ne faudrait pas qu'on fasse deux pas en arrière de l'autre sur d'autres types d'organisations. Après, on a tous aussi des exemples en tête d'entrepôts logistiques qui peuvent être très efficients, mais les salariés qui travaillent sous commande vocale permanente avec des trajets optimisés, c'est des salariés qui ont des impacts importants sur leur santé. Donc, on ne tient pas ensemble dans ce type d'organisation efficacité et santé au travail. Alors, il y a aussi, bien entendu, tous les enjeux de rémunération qui peuvent Mhm. s'ajouter aux impacts conditions de travail, puisqu'on a aujourd'hui des modalités de rémunération qui peuvent être automatisées via des systèmes d'IA. Alors, comment sélectionner les outils, les projets importants de l'IA pour envisager une expertise, sachant qu'il y en a énormément? Peut-on envisager une expertise globale? Et si oui, comment formuler la demande pour qu'elle soit pertinente? Alors, sur les projets importants, pour ceux qui ne connaissent pas le mode de désignation, on a vraiment besoin d'une désignation très précise si on ne veut pas être retoqué. Donc, il faut travailler le projet avec votre expert pour qu'il soit au plus près finalement des enjeux de votre entreprise. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y mettre plusieurs thématiques dans cette motion, mais pour autant, il faut qu'elle soit quand même bien rédigée, assez structurée, et on ne peut pas être sur un texte généraliste sur ce thème-là. Effectivement, les juges sont assez vigilants sur le fait qu'on puisse voir, c'est comme avant les nouvelles technologies, que ce soit suffisamment impactant sur les conditions de travail pour que ça légitime une consultation du CSE et donc l'accompagnement par un expert. Mais effectivement, plus vous êtes précis, plus vous avez des tâches en tête parce que vous connaissez en terrain les salariés avec lesquels vous avez échangé, plus vous aurez des données précises. Parce que si le champ est trop large et qu'on intervient dans des orientations stratégiques et que on balaye tous les sujets d'IA, on va pouvoir que regarder au global comment l'entreprise implique le CSE et on va moins pouvoir rentrer dans le détail. Alors s'il y a un travail comme on l'a fait au niveau du webinaire, s'il y a d'abord une bonne connaissance de la transformation du travail, après on peut penser les impacts sur les emplois et donc penser prévisionnel. Donc vraiment, plus vous avez de détails, plus vous avez de consultations sur des cas d'usage précis, plus vous allez être équipé pour prendre le sujet. Donc oui, vous pouvez le traiter dans une seule consultation, mais vous ne verrez pas tout et même nous, on sera limité dans notre capacité d'étude du terrain. Et c'est notamment le cas, par exemple, dans une politique sociale ou dans des orientations stratégiques, on n'a pas accès au terrain, donc aux salariés concernés, comme c'est le cas par mes collègues d'ISAST qui, eux, travaillent sur les conditions de travail dans le cadre des projets importants et projets de nouvelles technologies. Après, dans des grandes entreprises, il y a parfois des accords qui encadrent la consultation, les consultations information IA, comme justement l'expertise projet important, elle est au tenté et seulement au tenté, alors qu'on est sur des évolutions très rapides de ces outils et de leurs effets sur les conditions de travail. Il peut y avoir négociation d'accords et vous pouvez aller voir ce qui est fait dans les groupes les plus exemplaires sur ces sujets. Donc, il y a moyen quand même de construire aussi des accords d'entreprise qui encadrent les informations consultation. Par ailleurs, si vous voulez y aller que consultation par consultation, et il faut évidemment choisir les sujets IA qui sont de nature à transformer profondément le travail ou avoir d'autres impacts. On est bien dans un sujet projet important. Donc évidemment, il va falloir choisir les sujets qui, au sein de votre entreprise, sont les plus aigus et sont les plus à même de transformer le travail. En plus, vous montez en compétence aussi quand vous mandatez un expert parce que vous voyez de quelle manière ils analysent le sujet et vous pouvez vous réapproprier ces savoirs pour les utiliser aussi sur d'autres informations, consultations à la suite. Donc, en fait, il y a plusieurs sujets, négociation d'accord, quelle info-consultation choisir, sachant que l'information consultation
donne droit à l'expertise chaque fois qu'il y a un projet important, y compris s'il y en a plusieurs. Eh bien, merci Laura pour cette transition, puisque c'était la dernière question, c'était justement comment faire face à cette IA qui s'intègre petit à petit dans nos vies. Une des idées, c'est justement d'avoir un accord avec la direction qui puisse vous permettre d'avoir un suivi finalement dans le développement et les conséquences de cette intelligence artificielle qui va modifier profondément nos organisations de travail. On a dépassé un tout petit peu. Je remercie profondément Delphine et Laura pour cette présentation. Merci à tous d'être venus nombreux à ce webinaire et je vous souhaite une agréable journée. Merci à Il n'y a plus de tous. questions. À tous et toutes. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.